était sans doute inévitable. La situation, en tout cas, est irréversible. Dès lors, tout se précipite. Georges Pompidou obtient la confiance par 259 voix contre 128. Il y a 129 abstentions. Salan est arrêté. Et le 3 juillet, à Alger, l'indépendance est proclamée. Pierre Viançon-Ponté observe « L'Algérie est indépendante, la France aussi. Elle n'a plus de guerre à mener, de colonies à mater, de protectorat américain à subir, ni de compte à rendre devant le tribunal des nations. Son prestige est restauré, le tiers-monde ouvert, l'armée ramenée à la discipline. Elle a les mains libres. » La liquidation judiciaire de l'OAS embrasse des lueurs de la tragédie, un paysage tourmenté en ce début d'année 1962. À la grande colère de Gaulle, Salan est condamné à la détention à vie alors que son second, Jouhaud, pied noir d'origine, a été condamné à mort. Le général Larminat, président de la Cour militaire de justice, se suicide et De Gueldre, le chef des commandos Delta, est exécuté dans des conditions particulièrement atroces. L'air, partout, devient irrespirable. Georges Pompidou réagit avec pragmatisme. Il organise, tant bien que mal, le retour massif des Français d'Algérie. Sur son ordre, les navires de la Marine nationale sont affectés aux rotations accélérées entre Alger, Beaune, Oran et la métropole. Parmi ces malheureux émigrants, se sont faufilés quelques activistes, le cœur et la tête bouillonnant de violence et de rancune. Pour eux, l'heure de la vengeance approche. De Gaulle sent bien qu'on cherche à contrecarrer ses volontés. Il demande alors que la peine infligée à Jouhaud soit exécutée. Georges Pompidou, en se présentant devant l'Assemblée nationale, avait parlé d'apaisement. Avec quelques autres ministres ou compagnons, il va s'entremettre pour sauver Jouhaud. C'est conforme à sa vérité intérieure, à sa conviction que le bien public commande le pardon. De Gaulle l'accorde à Pompidou et le 27 novembre, il le nomme à nouveau Premier ministre. « 22 août, c'est l'attentat du Petit Clamart. La nouvelle que le général de Gaulle a échappé à la mort éclate comme un coup de tonnerre. Sur les 150 balles tirées, une douzaine ont atteint la voiture du chef de l'État. L'une d'elles l'a frôlé avant de s'enfoncer dans le dossier à la hauteur de la tête. De toutes parts, les chefs d'État adressent des télégrammes d'indignation et d'attachement. « Dieu vous a protégé », dit Adenauer. De Gaulle écrit à sa sœur. « Ma chère Marie-Agnès, pour moi c'eût été une sortie très convenable, mais je remercie Dieu d'avoir voulu qu'Yvonne, Alain de Boissieu et le brave chauffeur aient été épargnés. Ton frère aimant, Charles. » La politique ne perd pas ses droits. Le 5 octobre 1962, à 1h du matin, le gouvernement de Georges Pompidou est renversé par 280 voix sur 480 sur une motion de censure déposée pour protester contre l'élection du président de la République au suffrage universel. La crise est ouverte. De Gaulle annonce à Georges Pompidou « Je dissous l'Assemblée. Vous restez à votre poste jusqu'au référendum et aux élections générales. » Selon son habitude, De Gaulle a décidé de brûler les étapes. Il adresse de l'Élysée aux Françaises et aux Français ce message. Françaises, Français, après-demain, en toute clarté, en toute sérénité, vous allez, par votre vote, engager le sort du pays. La question, qu'en ma qualité de président de la République et m'appuyant sur la Constitution, je pose aux citoyens français, est aussi nette et simple que possible. Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même votre président au suffrage universel?
Georges Pompidou, tout en apportant son appui au projet de référendum, est parfaitement conscient que l'élection par voie directe du président de la République est ressentie par la classe politique comme une véritable déclaration de guerre. De Gaulle n'en remporte pas moins et le référendum et les législatives. Georges Pompidou est à nouveau Premier ministre. Il n'est ni résistant ni parlementaire, il est à part. Seul de son espèce, il est le Premier ministre de la Ve République à avoir été renversé et aussitôt reconduit. Il est parfaitement conscient des pouvoirs et des limites que la Ve République accorde au Premier ministre et à son gouvernement. Notre Constitution a clairement posé le principe de la priorité du chef de l'État. C'est même là que se trouve l'opposition essentielle avec la Troisième et la Quatrième République. Le chef de l'État investit directement de la confiance de la nation et doit être le chef incontesté de l'exécutif. Quand le président de la République est le général de Gaulle, le risque de hiérarchie avec Matignon n'existe pas. L'autorité de la personne est telle qu'un Premier ministre ne saurait perdre de vue sa subordination. Georges Pompidou lance de grands programmes orientés vers les technologies avancées. Il s'agit de l'ouverture au monde extérieur, de l'abandon du protectionnisme frileux, de l'acceptation des concurrences. Écoutez bien ceci. Nous sommes devenus une société industrielle moderne et nous sommes en train surtout de le devenir. À partir de ce moment-là, le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de machines. Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français. Ce n'est pas une question momentanée et pour laquelle nous allons trouver une solution définitive. C'est un problème permanent et pour lequel il faudra une attention constante. C'est le message clair qu'il délivrait aux Français il y a 30 ans. Le septennat du général de Gaulle s'achève. Le suffrage universel est appelé le 5 décembre à élire pour 7 ans un président de la République. Plusieurs candidats sont déjà sur les rangs. Le général obtient 44,64% des voix, François Mitterrand 31,72% et, surprise, Jean Le Canuet 15,57%. Le général est en ballottage. J'accuse aussi très fréquemment de ne pas être européen et de ne pas croire à l'Europe. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Vos adversaires de droite vous ont souvent reproché d'avoir fait, en matière de décolonisation par exemple, une politique de gauche et de faire encore aujourd'hui en matière de politique étrangère une politique de gauche. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Les Français se sont manifestés, ils ont frondé dans l'isoloir et mis De Gaulle en question. Au deuxième tour, ils l'élisent. Faute qu'aucun drame menace, le résultat a été peu brillant. Mais pouvait-il l'être? Le général m'avait dit sa lassitude et son désir de départ. Et à bien des reprises, depuis 1962, dit et répété que je devais être, après lui, président de la République. Je devinais maintenant qu'il m'avait tâté et tenté pour voir mes réactions.
Dès le résultat de l'élection présidentielle proclamée, le général confie à nouveau le poste de Premier ministre à Georges Pompidou. Celui-ci entre dans l'arène des législatives et il a fait imprimer des affiches à son nom dans sa circonscription pour le Cantal, pour l'avenir. On le voit débattre publiquement à Grenoble avec Pierre Mendès France dans une ambiance surchauffée. Le 5 mars, la France vote massivement. Georges Pompidou est brillamment élu député du Cantal et Couve de Murville battu à Paris. L'opération changement de Premier ministre doit être abandonnée car la majorité n'est reconduite qu'à une voix près. Le 1er avril 1967, conformément à l'usage, au lendemain des résultats, Georges Pompidou démissionne. Georges Pompidou est une fois encore nommé Premier ministre. Aux yeux de Georges Pompidou, il est indispensable de resserrer le dispositif de l'UNR. Lille, cité de naissance du général de Gaulle, lui en fournit l'occasion. Le Congrès se réunit le 24 novembre 1967. Il a pour objet de transformer la majorité parlementaire en un parti majoritaire. L'UNR devient l'Union des démocrates pour la Ve République. On m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. De toute façon, après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Ça peut être dans 5 ans, puisque c'est là le terme que fixe la Constitution, au mandat qui m'est confié. Mais si je voulais faire rire quelques-uns, ou en faire grogner d'autres, je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. La pièce n'est terminée que si l'on sait ce qui arrivera d'Agrippine et de Néron. Agrippine, c'est la France, elle regimbe, elle s'éveille brutalement aux ides de mai. Le 1er mai, il fait beau et on vend les brins de muguet au coin des rues. La nuit du 3 au 4 est grondante d'émeutes. Le 6, Nanterre, la Sorbonne, Sancier sont fermés sur l'ordre du gouvernement. Le 7, les incidents reprennent à Montparnasse. La nuit du 10 au 11 est la plus sauvage de toutes. Des dizaines de barricades sur le boulevard Saint-Michel, place de la Sorbonne, aux alentours du jardin de Luxembourg et rue des Écoles. C'est le Paris de Sorbon, d'Abélard, de François Villon. C'est le Paris de 20 ans qui flambe. Décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. Georges Pompidou a voulu rompre tout de suite le cercle vicieux de la provocation et de la répression. Il assume personnellement l'ensemble de l'activité gouvernementale. De Gaulle, pour sa part, est en voyage officiel en Roumanie. Durant les 3 jours que dure le voyage du chef de l'État, en France, les grèves se déclenchent. De l'université à l'usine, le mécontentement gagne. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnistie totale. Mes appels n'ont pas été entendus par tous. Des groupes d'enragés. Nous vous en avons montré quelques-uns.
se propose de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. Français et Françaises, le gouvernement doit défendre la République, il la défendra. Rentré à Paris le 19 mai, le général de Gaulle ordonne d'évacuer l'Odéon, de protéger l'ORTF et de n'employer pour l'information que des éléments sûrs. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. Georges Pompidou annonce qu'un projet de loi va être soumis au suffrage de la nation afin de donner à l'État et d'abord à son chef, le général de Gaulle, un mandat pour la rénovation. Il est trop tard. 10 millions de travailleurs ont cessé toute activité, les syndicats sont débordés par leur base. Les négociations de Grenelle s'ouvrent. Elles étaient souhaitées par Georges Pompidou, préparées dans l'ombre depuis le 20 mai par Jacques Chirac, Édouard Balladur, Paul Huvelin du CNPF et Georges Ségui, secrétaire général de la CGT. Au terme d'une longue nuit de négociations acharnées, l'accord est conclu. Mais sur le terrain, la base est bloquée par une poignée d'extrémistes, toujours les enragés, qui empêchent tout retour au travail. Alors les gaullistes se manifestent à leur tour par centaines de milliers. C'est du délire. Une immense houle de contentement remonte les Champs-Élysées. Une fois encore, le général de Gaulle a gagné la partie. L'ouragan a soufflé, mais il n'a pas emporté de Gaulle et son régime. Tout rentre dans l'ordre. Chacun des deux hommes a joué sa propre partition à la place qu'il occupe et selon son tempérament. À Georges Pompidou, la lucidité souple et la manœuvre. Au général de Gaulle, le mystère et le génie du renversement de situation. Le général prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Je dirais que depuis qu'elle a été élue, c'est-à-dire l'année dernière, elle avait vocation d'être dissoute. Les gaullistes l'emportent, véritable raz-de-marée. Au premier tour, sur 154 sièges pourvus, 144 sont attribués à des candidats favorables au gouvernement. Le 10 juillet, Georges Pompidou présente sa démission. Maurice Couve de Murville lui succède. À Georges Pompidou, je souhaite que vous vous teniez prêt à accomplir toute mission et à assumer tout mandat qui pourrait un jour vous être confié par la nation. Quant au général, il est évident que mon désir de retraite rencontrait son propre désir d'être sans contexte, seul à gouverner jusqu'au jour de son propre retrait. À cela non plus, je n'ai rien à redire, sinon que j'aurais préféré qu'il me le déclarât dès le départ. Mais je le connais assez et l'admire trop pour ne pas savoir et ne pas admettre qu'il ne se livre jamais complètement à personne. Le destin tisse sa toile et les choses épouvantables et invisibles ne vont pas tarder à venir. C'est, je crois, dans les derniers jours de septembre 1968, qu'on découvrit dans une décharge des Yvelines le cadavre d'un homme assassiné. On l'identifia comme étant celui d'un certain Stéphane Markovitch, ancien garde du corps et ami de l'acteur Alain Delon. L'affaire Markovitch, écrit Pierre Viançon-Ponté, est issue de ce monde souterrain où truands, indicateurs, tueurs, maîtres chanteurs et ceux qu'on appelle les barbouzes grouillent dans l'ombre, tantôt utilisés, tantôt rejetés par certains milieux parisiens frelatés et par certains clans policiers plus ou moins politisés. Dans les médias, plus encore dans les dîners parisiens, la rumeur est immonde. On mêle le nom de la femme d'un Premier ministre aux insinuations. On imagine mes réactions. Elles furent violentes. De fait, je n'avais pas songé une seconde aux répercussions possibles sur ma carrière politique. Je ne pensais qu'à ma femme. J'imaginais son drame. Et je l'avoue, je craignais le pire. Rarement ai-je été aussi près du désespoir. Et le général? Moi, je n'ai jamais cru à tout cela. J'ai demandé qu'on vous prévienne. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische
Au cours de l'automne et de l'hiver 68, tout en préparant son référendum sur la régionalisation, la participation et la réforme du Sénat, le général de Gaulle voyage à Bonn et en Turquie. Pour répondre aux vœux de fin d'année, le général écrit à son ancien Premier ministre. Ce que vous m'écrivez au sujet de votre état d'âme ne peut manquer de me toucher. Mais je voudrais beaucoup que vous ne vous laissiez pas impressionner par les ragots, même s'ils sont grotesques et infâmes, que l'on a dirigés contre vous. À un certain plan, rien ne compte que l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on a fait et ce qu'on a conscience d'être. Georges Pompidou indique au général de Gaulle qu'il compte se rendre en Italie et au Vatican. Le général approuve ses projets et lui déclare « Vous voyez bien que la calomnie ne résiste pas à l'épreuve des faits. » Pourtant, elle ne va pas tarder à se manifester à nouveau. Je partis donc pour Rome. Nous étions heureux de revoir cette merveilleuse ville. Nous devions être reçus, ma femme et moi, par le Saint-Père. Je m'habillais quand le téléphone sonna. Je décrochai, stupeur. Au bout du fil, directement Charpie, journaliste à Paris Presse. Tiens, vous êtes à Rome? Non, je vous téléphone de Paris. Votre déclaration a fait un bruit énorme. Quelle déclaration? Une dépêche de l'agence France Presse prête à l'ancien Premier ministre une déclaration dans laquelle il se serait porté candidat à la présidence de la République française. Alerté, à Colombey, de Gaulle s'en indigne. Or, la vérité est tout autre. C'est à une question insistante d'un journaliste à Rome que Georges Pompidou, importuné, avait répondu « Pour être candidat à une fonction, il faut qu'elle soit vacante. Or, ce n'est pas le cas. Si je vous disais que je ne serais pas candidat, vous ne me croiriez pas. Alors à quoi bon poursuivre cet entretien ?» C'est la phrase exacte telle que le général de Boissieu a pu la faire entendre plus tard au général sur la cassette où elle avait été enregistrée. Elle était fort éloignée de la dépêche, mais le mal était fait, la confiance entre les deux hommes ébranlée. Le général de Boissieu, après l'amiral Philippe de Gaulle, révèle que le président avait informé ses proches, sa femme, son fils, sa fille et leurs conjoints de sa volonté de quitter le pouvoir le jour de ses 80 ans et il leur avait demandé de ne le répéter à personne.